Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Bonjour, non pas bonjour, on vient de se quitter, mais bonjour à mes invités qui viennent d'arriver et à vous si vous nous rejoignez sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Éric Revel. Bonjour Éric, journaliste, bonjour ancien patron de rédaction, Sandra Regol, porte-parole Europe Écologie Les Verts, bonjour. Nicolas Corato devrait nous rejoindre dans un instant et Nicolas Forissier, bonjour, député bonjour. LR de l'Indre. Merci d'être là sur Sud Radio ce matin. On attend vos réactions. Vous pouvez nous joindre également sur le Facebook Live de l'émission et puis au 0826 300 300. On va revenir sur General Electric qui supprime 1000 emplois. Est-ce que c'est un scandale d'État? Emmanuel Macron s'était engagé, vous vous souvenez, à revenir, à suivre cette affaire. 1000 emplois supprimés alors qu'on en avait promis 1000 de créer. Bref, on va y revenir. On va parler de notre sondage Sud Radio, IFOP Fiducial, Paris Match. Si la présidentielle avait lieu demain, Emmanuel Macron devancerait encore Marine Le Pen, mais l'écart se resserre. Laurent Wauquiez ne serait qu'à 8%. On en parle dans un instant et puis on parlera évidemment encore de la droite républicaine. Ça tombe bien, Nicolas Forissier, que vous soyez là. Les LR sont-ils morts? Et puis Yannick Jadot et sa compagne journaliste, problème déontologique. Vous nous l'aviez déjà signalé, on en avait un petit peu parlé, mais c'est vrai que c'est un journaliste de l'opinion qui a poussé un coup de gueule et on va y revenir. On vous en dit plus dans un instant. On va faire un petit tour de table. Éric, c'est alors moi je suis dans l'air du temps. Voilà. Moi mon coup de cœur, c'est ni politique ni économique, voilà. C'est pour nos 13 Français qui se sont qualifiés à Roland-Garros pour le premier tour. Alors c'est une première, je crois, depuis 2000. Non mais 2012. On en est à se réjouir qu'ils aient passé le premier tour. Je vais vous faire rire, Valérie, parce que moi j'ai commencé dans la presse tennistique, donc c'est un monde que je connais bien. Bon, ces 13 Français, ils sont au premier tour. Il faut s'en réjouir tout de suite parce qu'on ne sait pas s'il y en aura beaucoup au second tour ou au troisième tour. Mais j'ai découvert un site qui s'appelle la Fédération Française de la Loose. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Alors la Fédération Française de la Loose, c'est un site qui traite avec beaucoup d'humour, mais vraiment beaucoup d'humour, à chaque fois qu'une équipe estampillée France se casse la figure ou qu'un joueur estampillé France se casse la figure, mais ils le traitent avec beaucoup d'humour. La remontada contre le PSG, etc. Et ils font des papiers, moi je trouve très bien écrits et très très drôles. Et là je me dis, je pense à eux parce que pour ce premier tour, ils n'ont pas dû faire beaucoup de papiers, la Fédération Française de la Loose, parce qu'on en a 13. Hélas, je pense que ça va venir. Mais on a une des joueuses qui ont été éliminées. Oui, alors du côté des Français, c'est moins bon chiffre. Ça n'a pas été terrible. Ah oui, c'est un bon chiffre, 13. Oui, voilà. Oui. Sandra, vous, c'est un coup de cœur. Vous restez dans votre... un coup de cœur, parce qu'en fait, on a beaucoup entendu parler, on a beaucoup entendu commenter cette jeunesse qui serait dépolitisée, désintéressée de la chose publique, de l'organisation de la société, qui serait uniquement sur les réseaux sociaux, qui s'intéresserait à rien. Et en fait, ces Européennes, à travers toute l'Europe, il n'y a pas qu'en France, elles ont marqué quelque chose qu'aucun commentateur n'attendait. Ça parce qu'elle a voté massivement vert. Et en plus, elle a voté massivement pour les écologistes, apparemment, mais on ne sait pas ce qui se passe dans le secret de l'isoloir. Donc tout ça ne repose que sur les observations des sondeurs. Mais ce qui est certain, en revanche, et qui est formel, c'est que sur les émargements de l'ensemble des pays européens, les jeunes, les primo-votants, les 18-25 ans, ont été extrêmement mobilisés. Et c'est vraiment porteur d'espoir, et ça l'est d'autant plus que ceux qui n'ont pas encore le droit de vote, c'est-à-dire les 15-18, sont aussi très mobilisés. Et ça fait beaucoup de bien de voir que cette jeunesse, qui était si vilipendée par les générations précédentes, est en fait extrêmement investie et qu'elle est très prometteuse. Et en plus, elle est mobilisée par l'écologie, ce qui est plutôt chouette. Rassemblement national. Oui, alors beaucoup moins qu'avant, ils ont divisé par 2 leur score sur la jeunesse. Voilà. Alors, Nicolas Forissier. J'ai le droit d'un coup de cœur et d'un coup de absolument, gueule. allez-y. Alors, je vais aller vite. Le coup de cœur, c'est moi j'ai voté la loi sur la fonction publique qui est proposée par le gouvernement alors que je suis dans l'opposition. On est 6 ou 7, je crois, dans le groupe des Républicains. Pourquoi je dis que c'est un coup de cœur? C'est parce que je pense qu'il faut faire passer un message positif, on va y revenir, sur tous ces sujets, mais qu'il faut que la droite soit dans une logique positive et constructive. Ça fait 2 ans que je le dis et je continuerai à le faire. J'espère que ce sera utile à ma famille et je le dis avec beaucoup de cœur. Deuxièmement, j'ai envie de pousser un coup de gueule et là je poursuis la conversation précédente de mes 2 amis. Mon coup de gueule, c'est que oui, il y a eu un vote très fort sur les écologistes et notamment la jeunesse. C'est en tout cas assez clair. Et c'est une préoccupation qu'on avait sous-estimée dans le débat européen et qui apparaît, pour tout le monde d'ailleurs, importante. Parallèlement à ça, il y a aussi une expression, et on le retrouve dans le vote du Front National, de ras-le-bol des territoires. Et moi j'observe que dans tout ce contexte, il y a un absent, c'est l'agriculture.
et j'étais en charge de ces questions-là. Et je pense que c'est étroitement lié, évidemment, au développement des territoires dans notre pays, mais aussi à la question écologique. Parce que le vrai sujet, c'est pas tant le défi climatique que le défi alimentaire mondial. Les deux sont étroitement liés. Si on veut produire pour 3 milliards d'habitants de plus d'ici 2050, tout en préservant la biodiversité, la forêt, l'eau, etc., et je suis à fond là-dessus, moi je suis d'accord, ça veut dire qu'il y a un défi colossal sur le plan technique, technologique, et que donc ça devrait être une priorité nationale de l'agriculture, mais en lien avec ces préoccupations-là, avec ce défi qui est devant nous, et ça n'est pas le cas. Ça n'est pas une préoccupation aujourd'hui du gouvernement, ça n'est pas vu de façon globale, et j'ai envie de le dire avec un peu de force. Et alors moi j'ai envie de vous dire, monsieur Forisson, vous qui faites partie... Forestier. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Le suffixe... c'est les bulles de champagne après je vais dire campagne. monsieur, et puis ça va... Nicolas, je suis sûre de ne pas faire Nicolas Forissier. Toutes mes excuses. Mais j'entends ce que vous dites et je suis totalement d'accord, mais votre famille politique a eu très souvent le pouvoir sur les 30-40 dernières années en France. Et sur les 40 dernières années, en fait, le nombre d'emplois dans l'agriculture a été tellement divisé qu'on a perdu 5 millions de travailleurs agricoles, de paysans. Et en fait, c'est compliqué de tenir le discours que vous tenez aujourd'hui quand vous faites partie de la famille politique qui a détruit le monde de paysans. Mais vous ne pouvez pas avoir ce genre de discours. Vous voyez, moi je suis ouvert dans cette affaire. J'essaie d'aller de l'avant, j'essaie de regarder, et tout de suite vous êtes dans la polémique et dans l'accusation. N'accusez pas la droite, particulièrement. Enfin, c'est pas nous qui avons détruit 5 millions d'agriculteurs, c'est l'évolution des modes de culture et de l'agriculture en général qui a abouti à ça. Simplement, la prise de conscience, elle n'est pas simplement celle des écologistes. Vous n'êtes pas propriétaire de la question écologique. Et je crois que dans cette affaire, il faut que le gouvernement, je reviens à ce que je voulais dire au départ, prennent les choses en main et offrent une stratégie au monde agricole, à l'industrie agroalimentaire qui est notre première industrie, et donc à nos territoires, et donc apporte aussi une réponse à la question écologiste, parce qu'elle est étroitement liée à la question de l'alimentation. Et ça, c'est absent dans le débat. Un auditeur qui nous dit, je m'étonnais que les Verts se réjouissent, c'est Michael qui nous dit ça, de leur score, les campagnes et les agriculteurs ne votent pas écolo. Alors ça, c'est pas vrai, justement. En fait, c'est la petite musique qu'on entend. Il y a le vote écolo, il est séparé en deux pôles qui sont très différents. Il y a d'un côté les campagnes, particulièrement les campagnes très reculées et particulièrement sur cette élection où on voit des scores très très forts dans tous les endroits où la protection justement des terres agricoles est importante. Et puis de l'autre côté, il y a les grandes villes. En revanche, là où le score écolo est assez faible, et c'est une réalité, c'est dans les villes moyennes, mais c'est pas en campagne. Je veux dire, ma famille vit dans le Cher et je peux vous dire que ça a voté Rassemblement National à fond et que les écolos arrivent très loin, très loin, dans des petits villages ruraux dont les maires sont des agriculteurs. Il faut reconnaître quand même une chose. Moi, je l'avais dit ici tranquillement, avant les élections, que Yannick Jadot a fait une très bonne campagne. Mais les sondeurs sont beaucoup trompés, y compris d'ailleurs sur les thèmes qu'ils mettaient en tête de leur ruling, c'est-à-dire les motivations de vote des Français. Puisque j'avais signalé que par rapport à 2014, où c'était le pouvoir d'achat, là, apparemment, c'était l'immigration, mais pas du tout. C'était la question écologique. Bien sûr, c'est la question écologique. Et que je fais un parallèle assez simple, c'est que si la question écologique devient primordiale dans notre pays et dans d'autres, eh bien, ça sert à rien de verdir son discours, parce que les gens qui s'intéressent à l'écologie, ils sont de plus en plus nombreux, préfèrent l'original à la copie. Et donc, de ce point de vue-là, on peut quand même s'il y a eu des scores plus historiques pour les Verts dans d'autres campagnes, et notamment européennes, il faut reconnaître que Yannick Jadot a su capter cette attente qui n'était pas soulignée par les instituts de sondage. Il n'était pas tout seul à le capter. Allez, alors il y a Nicolas Corato qui vient de nous rejoindre, Bonjour, président fondateur du think tank Place de la République. Oui, Place de la République. Vous étiez dans les embouteillages ? J'étais dans les embouteillages, mais je continuerai à voter Anne Hidalgo. Alors ça me permet, avant de vous donner la parole, de prolonger un coup de gueule d'Éric Revel de la semaine dernière sur les embouteillages dans Paris et sur la tension qu'il y avait, et de revenir sur ce qui s'est passé hier. Un chauffeur de bus qui a tué un automobiliste. Indifférents, le bus, qui était un bus de touristes, est rentré, accroché légèrement l'arrière d'une voiture. L'automobiliste est sorti, ils sont engueulés, ils en sont venus aux mains. Le chauffeur de bus a volontairement démarré et tourné vers la gauche, et il a écrasé cet homme entre deux bus. Donc c'est un fait absolument dramatique, mais ça, alors vous allez me dire peut-être que j'en fais un raccourci, mais ça exprime quand même la tension très forte. Moi je reçois des SMS d'amis qui me disent: je me suis presque battu avec un automobiliste, il y a un type qui m'a dit: je vais t'égorger, égorger ta famille. Enfin, il y a une tension aujourd'hui liée aux embouteillages. C'est hallucinant. Il y a des travaux partout, c'est l'horreur. Il y a des travaux partout, comme dans
toutes les villes de France avant les municipales. Non. C'est vrai que nos auditeurs sont beaucoup dans le sud-ouest. Ça fait un bout de temps que je suis sur cette terre et dans cette ville. On y J'ai jamais vu autant de tout à fait honnêtement. Moi, j'ai été maire pendant 25 ans. Quand on fait des travaux, on essaie simplement de le faire de façon intelligente et progressive, parce qu'on ne met pas tout le monde dans la M. D'accord, donc personne ne fait comme Anne Hidalgo à Paris. Bon, moi, j'ai pas de problème. D'ailleurs, moi, je le regrette, en tant que citoyen, que tout se fasse avant les élections municipales, encore une fois, à Paris et ailleurs. C'est pas sérieux, c'est pas responsable, mais tout le monde continue dans l'ancien monde. Non, le vrai sujet, c'est qu'il y a une vraie tension sur la chaussée, il y a une vraie tension sur la répartition de l'espace public dans la ville. On voit une ville qui n'a pas choisi encore complètement son modèle de développement, donc il n'y a pas moins de voitures, il y a de plus en plus de transports en commun, il y a de plus en plus... Non, mais il y a de plus en plus de véhicules de transport en commun. Vous avez vu, je vous redis, j'habite en banlieue. Le RER C qui est en travaux le week-end, donc on ne peut pas venir. Les bus dans Paris sont dans les embouteillages. Les bus sont dans les embouteillages. Les transports en commun ne cette ville, elle est encore en phase de transition. Et d'ailleurs, elle n'a pas complètement choisi. Mais oui, mais on ne fait pas tout en même temps, Nicolas Corato. Pourquoi il y a des bus qui polluent, les bus de tourisme? Moi, ça me rend dingue. Ils sont en double fil, moteur allumé. J'allais vous dire justement que les bus touristiques, ça fait un moment qu'on est plusieurs dans cette ville à tirer la sonnette d'alarme, qu'il y a un problème de sécurité dans ces bus, qu'il y a un problème de comportement des chauffeurs, que ces chauffeurs ne respectent pas nécessairement la réglementation, prennent les couloirs de bus, ne respectent pas les feux rouges. On sait tout ça. On sait aussi qu'il y a des problèmes de sécurité avec la multiplication des VTC, des autres modes alternatifs, les trottinettes, les vélos. Bien entendu, il y a un enjeu majeur, mais c'est pas un enjeu qui va se régler immédiatement. Tout arrive en même temps. On fait peut-être pas tout en même temps. C'est peut-être là où est le problème. Oui, mais moi je nie pas les problèmes. Encore une fois, je dis simplement que il y a une vraie question sur les déplacements à Paris. Je suis pas persuadé que la mairie actuelle ait pris la discussion et le débat sur le bon côté. En même temps, on doit avoir ce débat. Ces choses-là sont dites de façon élégante. J'ai envie de vous dire que les tensions, elles sont partout. Enfin, des menaces de mort contre des cyclistes, de la part de piétons, de voitures, peu importe. Mais la violence, c'est une violence qui monte dans la société. Mais je trouve que ce mort hier, hélas, est quand même le symbole de cette agressivité particulièrement. On a Michael qui nous dit venez à Bordeaux, les travaux sont perpétuels. Alors Nicolas, votre coup de cœur, coup de gueule, c'était... Moi j'ai un coup de cœur pour Rachida Dati. Voilà, voilà, ça va vous étonner. Moi j'ai trouvé son comportement très digne, très flegmatique sur ce plateau télé où de vieux hommes de plus de 50 ans, de vieux mâles blancs de plus de 50 ans se comportaient de la manière la plus honteuse possible. Et moi j'ai Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse Elle n'avait pas l'air foutre des baffes, ni se lever. Mais moi j'ai trouvé qu'elle donnait l'image. Mais vous travaillez pour elle ou non, pas du tout. Mais comment pouvez-vous imaginer que je travaille pour Rachida Dati? Mais je trouve étonnant qu'on est sur un plateau d'un grand rassemblement sur Paris, ça c'est étonnant. Mais c'est étonnant parce que quand on est sur un plateau qu'il y a deux personnes qui s'engueulent, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas prendre parti? Non, mais je trouve que par rapport à un plateau qui partait complètement à volo, qui n'était pas du tout géré d'ailleurs par les journalistes qui l'animaient. Moi, j'ai trouvé son comportement, en tout cas à l'image, ça donne le comportement d'être un peu sexiste à l'envers, mais de ce que peuvent apporter les femmes dans le débat public et de ce que retranchent les hommes à ce débat public. Voilà. Bon, voilà, on va se retrouver dans un instant. On va parler de General Electric, scandale d'État, et puis je vous ferai réagir aussi sur autre chose. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous pour commenter l'actualité, on va revenir sur General Electric qui supprime 1000 emplois. Est-ce que c'est un scandale d'État? L'État s'était engagé à suivre ce dossier, surtout Emmanuel Macron le premier. On va y revenir dans un instant. J'avais un coup de cœur et un coup de gueule. Un coup de cœur pour Rémi Hetz, le procureur de la République, qui a recadré Gérard Collomb et Christophe Castaner. Et c'est vrai que moi j'ai été très choquée de tous les détails qui ont été donnés sur l'arrestation du terroriste présumé de Lyon. C'est-à-dire qu'on l'arrête. Voilà, c'est très bien, mais qu'on donne les détails de la manière dont on a pu l'arrêter, je trouve que c'est absolument scandaleux. Ça donne des indications, je ne sais pas ce que vous en pensez, Nicolas Forissier, des indications très précises sur le bornage des téléphones, sur la manière dont travaillent les policiers. Je suis d'accord avec vous, et c'est d'autant plus vrai qu'on a beaucoup de politiques qui, par contre, se plaignent du fait que le secret de l'instruction dans le cadre d'affaires judiciaires diverses et variées, d'ailleurs, quelles qu'elles soient, n'est pas respecté, qu'on a des infos qui viennent de l'administration, etc. Donc, il faut être cohérent. Je suis d'accord avec vous qu'on ne dit pas ce genre de choses, y compris quand on a été ou quand on est ministre de l'Intérieur.
Ce qui est bien, c'est que Christophe Castaner a repris Gérard Collomb et qu'après lui-même se fait reprendre par le procureur. Mais oui, je suis d'accord avec vous. C'est que le secret de l'instruction, il doit être valable dans les deux sens, pour tout le monde, et c'est dans l'intérêt, y compris des fonctionnaires qui font ce travail. C'est quand même grave. Parce que si on livre les recettes toujours plus, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? D'une manière générale, moi je trouve que, alors c'est évidemment un peu compliqué ce que je veux dire, mais d'une manière générale, moi quand je lis des papiers de confrères très documentés sur des affaires et qui livrent un certain nombre d'éléments qui peuvent être préjudiciables à une enquête, qui peuvent être préjudiciables à des personnes aussi, qui sont en train d'enquêter. Alors bien sûr, le droit à l'information, le droit au scoop, tout ce que vous voulez, mais je pense que chaque journaliste qui fait des papiers sur ces sujets-là devrait se poser la question de savoir qui il expose, comment il expose, et ce qui révèle des méthodes de la police qui mènent aux suspects ou aux coupables. Enfin, je pense qu'il y aura une espèce de... Non, mais il y a la liberté de la presse, et là, pour le coup, ce sont des détails qu'on n'a pas besoin de connaître, qui n'apportent rien à la vérité. Sandra ? Et il y a eu en prime quelque chose d'assez malsain, une espèce de surenchère entre l'actuel ministre de l'Intérieur et l'ancien ministre de l'Intérieur, qui ressemblait vraiment à un concours de celui qui montrera qu'il en connaît le plus et qui renforce encore ce côté complètement à côté de la plaque de cette situation. Et effectivement, je vais dans le sens de ce que vous dites. C'est très dangereux pour l'ensemble des services, que ce soit les services de police, l'instruction, peu importe, et même pour les familles qui sont concernées, qui ne sont pas forcément coupables des actes qui ont été commis par leurs enfants, cousins, voisins, j'en sais rien. En fait, tout ça est vraiment complètement scandaleux. Oui, Nicolas ? Oui, c'est toujours un grand rappel. Et puis peut-être rappeler que dans le même temps, Ariane Chemin, journaliste au Monde, et dans les locaux de la DGSI, convoquée dans le cadre de l'enquête qu'elle a faite sur l'affaire Benalla. Donc c'est quand même étrange qu'on ait un ministre de l'Intérieur qui se livre à de telles révélations et puis qu'on reproche à des journalistes de faire leur métier par ailleurs. Allez, on va passer sujet alors important ou pas, je ne sais pas. Yannick Jadot et sa compagne journaliste. Est-ce que c'est un problème déontologique? Donc la tête de liste Europe Écologie Les Verts a officialisé pendant la soirée électorale sa relation avec la journaliste Isabelle Saporta. Donc le petit milieu, je pense, le savait. Sauf que pendant la soirée électorale, elle s'est affichée à ses côtés. Qu'ils ont, et on en a parlé ici, fait une photo en exclusivité pour Paris Match. Donc là, il y a du people qui, moi, me semble pas très compatible avec les Verts. Et c'est vrai que ce matin, Olivier Auguste, qui est rédacteur en chef d'un quotidien qui est L'Opinion, qui dit « Je me fous de la vie privée des gens », mais qu'Isabelle Saporta est une chronique sur RTL consacrée à des thèmes écolo, bio, bonne conscience, à peu près un matin sur deux, et qu'on apprenne au lendemain des Européennes qu'elle est la compagne de Yannick Jadot. Comment dire ? Ça pose un problème. Sandra, je suis désolée que ça tombe sur vous aujourd'hui. Oui, ça tombe sur moi, mais c'est pas grave. Non, mais je trouve que c'est militant et journaliste, c'est ce qu'il dit. Alors, en fait, ça révèle un débat de fond, mais qui s'était déjà posé avec Léa Salamé, mais dans d'autres proportions, puisqu'elle est responsable du service politique quand même sur France 2. Donc, on est sur un autre étiage. Là, Isabelle Saporta, elle a une rubrique genre bien vivre. Est-ce qu'elle n'aurait pas dû se mettre en retrait, comme l'a fait Léa Salamé? Elle est dans le même domaine, dans la même. C'est pas une chronique politique qui a un impact sur la campagne. C'est une chronique verte quand même. C'est une chronique verte. Oui, donc en fait, c'est logique. Oui, mais lequel il n'y a pas que les écolos qui parlent d'écologie, donc j'ai un peu de mal à comprendre la c'est une tribune en quelque sorte. Peut-être qu'elle aurait pu se mettre en retrait. J'ai absolument aucune opinion là-dessus. Juste, ce qui m'amuse, c'est que cette polémique sorte après la campagne, juste au moment de la campagne. Non, parce qu'il l'a appris. Non, on l'apprend le lendemain. En fait, vous l'avez déjà vu lors du premier débat de France 2 où elle l'accompagnait et où elle est sur les premières images. Il n'y a aucune découverte du grand public là-dedans. Juste, à un moment donné, il faut trouver un petit os à ranger. Je ne connais pas le visage de cette Vous croyez que France 2, c'était moins regardé que... Non, c'est pas ça. C'est que c'était pas officialisé de cette manière. S'il n'avait pas en scène à ses côtés, personne ne peut savoir que c'est sa compagne. Pardon, c'est pas... Je crois qu'arriver main dans la main, c'est assez filmé, ça n'a pas été filmé. C'est filmé, l'arrivée juste après. Là, il y a une photo en exclusivité pour Paris Match. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça, je mets joker sur ce point. Et Olivier Auguste pose la question au CSA en disant: est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les temps de parole? Non, parce que cette bataille, on l'a tellement menée ensemble que c'est un peu notre victoire. C'est ce qu'elle dit dans Paris Match. Nicolas? Oui, ce qui est pas malin de leur part, c'est le traitement a posteriori, où effectivement, elle-même, elle assume un rôle de militante au-delà de son métier de journaliste. Après, sur le fond, on va pas me faire croire là. RTL est une très grande radio et Isabelle Saporta est une très grande journaliste. Enfin, j'aimerais qu'on quantifie ce que ça a pu influencer en termes électoraux.
C'est plus moral que. Oui, mais écoutez, sur moi le je terrain de la suis morale, assez sidéré parce que sur le terrain de la morale, pardon, on peut aussi imaginer qu'une femme journaliste puisse être indépendante de l'homme avec lequel elle vit, voire même ne pas partager. Mais quand elle dit c'est un peu notre victoire, j'ai tenu à être là. Il y a quand même. C'est sa victoire, c'est qu'elle y a participé. Bien sûr, et je trouve ça quand même assez extraordinaire parce que. Alors ça va être un coup de gueule de plus. On n'arrête pas de dire les hommes et les femmes politiques doivent être d'une totale transparence, ils n'ont pas le droit de faire travailler leur compagne ou leur fille, etc. Et puis là, on découvre, le lendemain de l'élection, alors qu'il y a quand même un lien et un impact politique assez évident quand même, ils s'aiment. Moi, je trouve ça magnifique, l'amour. Hein. Je suis à fond pour, je trouve ça très beau. J'ai rien à dire. Mais il faudrait peut-être, à ce moment-là, remettre un peu de transparence. Pourquoi on ne fait pas le même genre de transparence sur tous les gens qui sont dans la sphère publique? Parce que je vous dire, les relations mais c'est pas une question de ficher, c'est une question d'éthique personnelle. C'est une question de... Non, mais attendez, il y avait un question de comportement franchement. Je provoque un peu, mais franchement, je trouve que c'est quand même un peu incroyable. Moi, je partage l'avis de Nicolas Forissier. Pardon, mais je suis journaliste. Bon. Je suis extrêmement scrupuleux sur la question de la déontologie. Et tous les journalistes vous sortent sans arrêt, et c'est normal. Et vous rappeliez la convocation d'Ariane Chemin à la direction générale des services. Bon. Mais attendez, cette déontologie, elle ne peut pas être à géométrie variable. Si vous mettez en avant votre déontologie pour dire que vous êtes indépendant des pouvoirs, que vous respectez scrupuleusement votre déontologie de journaliste, alors vous ne pouvez pas vous satisfaire pendant une campagne politique de ne pas mettre en avant votre déontologie pour dire « non, moi je ne peux pas continuer à traiter les sujets que je traite puisque mon compagnon ou ma compagne est à la tête d'un mouvement qui précisément... fait de la politique sur le sujet que je traite. Absolument. Mais ça, c'est quand même de la déontologie. Elle est chroniqueuse, pas journaliste. Mais si vous voulez, après, il ne faut pas se plaindre qu'une bonne partie de l'opinion considère que tout ça, c'est un même monde, dans un espèce de club parisien, dans sa bulle, que tout le monde se marie. C'est ce que nous dit politique et journalistes passent leurs vacances ensemble et couchent ensemble, c'est pas nouveau. Voilà, et après, il ne faudra pas se plaindre. En fait, c'est vraiment une tempête dans un verre d'eau. Il n'y a que les politiques qui sont mais non, parce que ça se Allez, on se retrouve dans un instant. On est obligé de marquer une pause. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 11h pour commenter l'actualité. On va parler de General Electric dans un instant, mais on avait Diane en ligne qui voulait réagir à notre débat précédent sur Yannick Jadot et sa compagne. Bonjour Diane. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? Écoutez, leur vie privée, c'est leur vie privée à partir du moment où qu'ils n'interviennent pas et qu'ils n'essayent pas de faire de l'influence. Parce qu'à ce moment-là, Strauss-Kahn et Anne Sinclair, c'était une journaliste aussi, Poulbar, c'est pareil, Schomberg, c'est pareil, Ockrent. Et c'était pas des petits, c'était des gros, qui étaient quand même avec des grands hommes politiques. Et personne ne s'est choqué, personne à ce moment-là. Moi, ce qui me choque... Si, elles ont toutes mis leur carrière entre parenthèses. Anne Sinclair, elle est restée pas mal de temps quand même à la télé. Des années, elle était avec Strauss-Kahn. Elle l'avait caché. Voilà, ça se cachait. Mais ils étaient quand même avec eux. Mais bon, après, quand elles l'ont dit, elles sont parties. Mais quand elles l'ont dit, mais elles l'ont mis bien des années après. Mais ce qui me choque, moi, ça me choque pas. Ce qui me choque, c'est quand on les voit comme sur la 15, la 16 et la 26, et qui montrent leur parti. Et même ceux qui interviennent, on sait de quel parti ils font. Parce qu'ils sont agressifs avec les autres partis. Non, les journalistes ne doivent pas être, ils ne doivent pas donner leur opinion, ils doivent être impartials. Et ils ne le sont plus. Voilà, on vit une vie, on n'est plus impartial. Les journalistes ne sont plus. Et c'est pour ça qu'ils ne se font pas aimer. Écoutez, merci. Alors, tous les journalistes ne sont pas comme ça. C'est un petit peu comme quand on parle des gilets jaunes, des policiers, des médecins. On ne peut pas catégoriser tout le monde comme ça. David, alors régulièrement, vous nous dites le dîner du siècle, Sud Radio n'en parle pas. Alors, l'autre jour, Sophie de Menton a été interpellée par un auditeur, je ne sais pas si c'était vous, en disant vous faites partie du dîner du siècle. Alors, je vous le redis parce que vous nous interrogez sur le sujet. C'est un dîner, effectivement, d'entre-soi politique, journalistique, etc. Mais il ne se passe rien. Il n'y a pas de décision, voilà, je sais pas ce qu'on peut en dire. Vous connaissez Nicolas Forissier, ce dîner, c'est une fois par mois où il y a des ministres, effectivement, il y a des journalistes dont je ne fais pas partie. Non, mais c'est un club assez parisien, parisien, mais c'est un réseau, c'est honnêtement encore, moi je pense que c'est un vrai problème dans la vie politique d'aujourd'hui. Beaucoup de nos compatriotes, et à raison, ont le sentiment qu'il y a quand même une espèce de classe dirigeante
qui rassemble des hauts fonctionnaires, souvent mieux payés que le président de la République, des grands chefs d'entreprise qui sont souvent des anciens de l'ENA, des journalistes, disons les choses, et que tout ce petit monde gouverne la France d'en haut, dans un club, ou dans des clubs, et c'est un peu l'exemple du siècle, même si c'est sans doute très bien ce qui s'y passe. Ouais. Et donc, moi, ce qui m'importe, c'est surtout ce que ressentent les gens face à cette coupure d'une classe dirigeante. Ouais, mais Nicolas, vous ne pouvez pas dire que les journalistes dirigent et prennent des décisions politiques. Non, je dis pas que ce sont eux, mais vous avez un certain nombre le dîner de du connexions siècle, quand même. C'est un réseau comme il en existe d'autres. Moi, ce qui me gêne beaucoup, si vous voulez, quand on insiste sur ce type de réseau, d'abord, c'est pas nouveau que la classe journalistique est proche de la classe politique, ne serait-ce que pour avoir des infos. Enfin, je veux dire, ça a toujours existé. Enfin, vous le savez. Bon. Non, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on sous-entend, vous voyez, c'est la théorie quand même du complot. C'est-à-dire qu'on sous-entend que il y a une espèce de centre là où les gens se réunissent et où on décide de tout. Bah non, c'est pas vrai. Des réseaux, il y en a plein. Il y en a plein des réseaux. Je peux vous en citer des tonnes. Il y a des tonnes de think tanks, d'endroits où les gens confrontent leurs idées, échangent, etc. C'est pas pour autant que les décisions se prennent là à 5, à 6 ou à 7. Alors Pedro nous dit qu'est-ce qu'on en sait s'ils prennent des décisions politiques ensuite, c'est ouvert, c'est filmé, c'est public. Non, moi on m'a raconté, ce sont des dîners où des gens sont mis à table, ils ne se connaissent pas et ils débattent d'un sujet et voilà, il n'en sort rien. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté. Non, je veux juste être précis. Moi, je suis d'accord avec Nicolas Revel. Eric. Eric, pardon. Non, Nicolas, il est là. Pas encore. Je suis d'accord. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est ressenti comme ça dans le pays profond. Et vous savez, la crise des Gilets jaunes, vous allez sur les ronds-points discuter avec eux, moi je l'ai fait beaucoup, ils vous disent ce genre de choses. Et donc, je pense qu'il est très important de prendre ça en compte. Et M. Macron a une grande responsabilité, parce qu'il est peut-être le meilleur représentant de ce petit monde, finalement, symboliquement. Il faut prendre en compte ce sentiment-là et, je crois, vraiment réformer le fonctionnement et la constitution de l'oligarchie qui nous gouverne. Et à laquelle, effectivement, des journalistes ou des gens du monde économique sont connectés d'une manière ou d'une autre pour des raisons différentes. En tout cas, ça me paraît très important. Il y a un travail de transparence du fonctionnement de la démocratie tout en haut, si on veut retrouver la confiance dans le reste du pays en bas. Alors, non, mais vous êtes très remonté sur Facebook. Non, mais nos auditeurs en disant alors, pourquoi ils se rencontrent, c'est pour manger du jambon. Il y a bien des décisions qui se prennent. En fait, je pense qu'on serait. Il faudrait que vos auditeurs viennent plus souvent à Paris. Nous, on les invite pour voir à quel point les élites sont décevantes. À quel point nos brillantes élites, en fait, à part partager une tranche de jambon avec une coupe de champagne, ont très peu de choses à se dire, voire même à échanger, voire même à construire. C'est ça surtout qui est inquiétant. C'est pas l'idée qu'ils comploteraient dans des cercles très fermés, c'est que ces cercles très fermés, ça fait des années qu'ils tournent à vide, et qu'effectivement ils tournent peut-être uniquement pour gérer un peu de réseau professionnel et l'avancement de carrière. Absolument. Mais ça ne produit pas beaucoup. Et moi je regrette que ça ne produise pas plus de décisions collectives. Allez, on va parler de General Electric, donc qui supprime 1000 emplois. Le géant américain, donc qui avait annoncé créer 1050 emplois, va supprimer 1000 postes. Alors c'est vrai qu'on se souvient qu'Emmanuel Macron s'était engagé, il était allé à Belfort, il avait dit qu'il reviendrait, et puis surtout l'État s'était engagé à prendre des parts dans le capital de General Electric. Et puis, en fait, ce sont les actionnaires et pas les salariés qui en ont bénéficié. Et puis aujourd'hui, patatras. Mais vous dites, Éric Revel, que ce qui se passe derrière est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, c'est évidemment dramatique et ce qui va se passer à Belfort, puisque c'est principalement ce site qui va être touché par les suppressions de postes annoncés, et un peu à Boulogne dans les Hauts-de-Seine. C'est dramatique. Il y a plusieurs choses à dire sur ce sujet-là, puis il y a une chose plus fondamentale. Plusieurs choses à dire, c'est de dire que, la partie qui a été rachetée d'Alstom, qui est les turbines à gaz, pour être un peu dans le détail, c'est un marché qui est en train de plus ou moins de s'effondrer. Donc, c'est la loi du marché. Évidemment, on peut l'accepter ou le refuser, ou la refuser, cette loi du marché. Mais on est dans une économie libre et ouverte. Il y a moins de contrats, donc ils suppriment des postes. Et ils s'étaient engagés à en créer. Mais ils sont sous astreinte de verser financièrement de l'argent à l'État, puisque on dit, alors à vérifier, que General Electric aurait versé 50 millions d'euros d'ores et déjà, que Bruno Le Maire s'est engagé à réinvestir pour réindustrialiser, comme on essaie de le faire dans un pays qui est face à une mondialisation sauvage et qui perd des postes d'industrie sans arrêt. Donc ce que je veux dire, c'est que GE n'a pas tenu ses engagements, mais General Electric paye
pour le fait de ne pas avoir tenu ses engagements sur un marché qui est en train de se retourner, qui est donc moins porteur et qui a besoin de moins, malheureusement, de collaborateurs et d'employés. Mais le plus grave, pour moi, c'est pas ça. C'est quand la partie énergie d'Alstom a été vendue à General Electric, au-delà des engagements sur les créations d'emplois, il y a le fait que Alstom avait une activité forte dans le nucléaire, dans nos centrales nucléaires, notamment sur la maintenance, sur la gestion, et que là, c'est une question de fond, de souveraineté. Alors on est contre le nucléaire, mais ce que je veux dire, c'est que ça veut dire que sur les États-Unis aujourd'hui, qui sont contrôlés par les Américains. Les centrales nucléaires françaises, en fait, sont passées, en tout cas pour leur maintenance et leur gestion, sous le joug américain et notamment de General Electric. Et cette question de la souveraineté nucléaire est beaucoup plus importante. Je ne minimise pas évidemment les 1000 personnes qui vont perdre leur emploi, pour lesquelles c'est dramatique et injuste, parce qu'elles travaillent au quotidien, parce qu'on leur a fait miroiter un développement d'activité. Mais cette question de la souveraineté sur le nucléaire depuis que Alstom Energy a été racheté par General Electric est une question dont tous les politiques devraient s'emparer, parce qu'elle est fondamentale, qu'on soit pour ou contre le développement du nucléaire. Mais c'est surtout symptomatique d'un système. C'est-à-dire que là, on a beaucoup parlé du ras-le-bol d'une partie de la population, qui se traduisent par les gilets jaunes, qui se traduisent par un vote Rassemblement national, ou peu importe. Mais tout ce que vous venez de décrire sur les intrications, les enjeux qu'il y a derrière, en fait, ça va avec un système qui fonctionne dans ce sens-là. Et donc, si on veut effectivement faire autre chose, si on veut changer le modèle économique, et si on veut créer plus d'emplois, et pas tout le temps en perdre dans des délocalisations qui ne servent qu'une partie des intérêts, je ne vais pas reprendre votre démonstration, mais à ce moment-là, il faut vraiment enclencher la transition. Enclencher autre chose, avoir des systèmes qui ne soient pas toujours centralisés, parce que sur le nucléaire et sur les barrages, sur le nucléaire et sur les barrages, de souveraineté de la France sur son outil nucléaire. Qu'est-ce que vous dites ? Encore une fois, vous n'allez pas dire que vous êtes pro-nucléaire, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un sujet pour vous ou pas ? En fait, le sujet de la sécurité, c'est primordial. Quand la France n'a plus les moyens de gérer ou ses barrages ou ses centrales nucléaires, on double le risque. Et on est au-delà du supportable. C'est pour ça qu'on dit que non seulement il faudrait que toute l'énergie soit gérée par la France, mais par l'État. Mais en attendant, c'est pas ce qui se passe. C'est grave de voir les Américains mettre la main sur la souveraineté nucléaire française ou pas ? Oui, je viens de vous répondre qu'en termes de sécurité, qu'elle soit énergétique ou qu'elle soit sécurité publique, oui, c'est un problème. C'est un problème qu'on ne soit pas en capacité de gérer. Comme c'est un problème sur le cas des barrages, comme c'est un problème à chaque fois que ce n'est pas l'intérêt collectif qui prime sur la gestion des installations, particulièrement en matière d'énergie. Ouais. Moi, je pense que c'est une affaire très grave. Je partage le diagnostic pour aujourd'hui. Je pense que c'est une affaire qui mériterait une commission d'enquête parlementaire pour revenir aux sources et voir comment se sont succédés. C'est l'histoire d'une faillite française, on en revient des élites françaises. Alstom est un groupe privé, dirigé par des hauts fonctionnaires qui sont passés dans le privé, qui s'y sont succédés, qui ont été condamnés à de très lourdes amendes pour corruption aux États-Unis, qui ont peut-être joué c'est encore autre chose. Oui, non, c'est pas autre chose. Parce que, en fait, c'est le cheval de Troie, les lois anticorruption américaines. Oui, bien sûr, l'extraterritorialité. Mais oui, bien sûr. C'est un cheval de Troie. Mais ensuite, Alstom et General Electric, c'est une histoire très franco-française. Qui représente les intérêts de General Electric au moment où General Electric veut racheter Alstom, c'est Clara Guémard, qui vient juste de sortir de l'Agence française des investissements internationaux. Par là, je pense qu'il y a une vraie documentation de ce dossier à faire pour voir comment est-ce qu'on a désossé un grand groupe industriel, quels ont été les intérêts en présence, quels objectifs ont été poursuivis. Et je le redis, on critique souvent, et peut-être à raison, la gestion des entreprises publiques, la gestion de la fonction publique. Voilà un grand groupe privé français qui a été désossé par des intérêts privés, par des hauts fonctionnaires privés qui sont allés pantoufler dans le privé. Il y a un vrai sujet sur la responsabilité de nos élites et de nos élites économiques et politiques dans la faillite de ce groupe Alstom que moi je regrette, parce qu'effectivement je pense que on a trop délaissé la politique industrielle en France, qu'on a un retard phénoménal et qu'on ne le comblera plus et que c'est un des enjeux majeurs de l'avenir. Il faut y ajouter le fiasco d'Areva sous Anne Lauvergeon aussi. Pareil. Et je parle même pas de l'absence mais de là, on politique revient sur le débat des élites, etc. Mais il y a deux choses, en fait. Il y a la perte de compétitivité et il y a le risque sur la souveraineté. C'est deux sujets différents. La perte de compétitivité, je suis désolé, mais quand on est à 120 milliards pratiquement de déficit budgétaire cette année, on n'a rien à dire.
la raison, elle est là. Ouais. Plus vous avez, de la dette, du déficit, une mauvaise gestion de l'État, plus vous avez des prélèvements et des charges, et c'est ce qu'on appelle en particulier sur l'industrie les impôts de production. Un chiffre, les Allemands, les industriels français payent 70 milliards d'euros par an de plus que les industriels allemands, toutes choses égales par ailleurs, simplement par les impôts de production. Donc il y a une perte de compétitivité et on a donc effectivement un étiolement, un affaiblissement de nos sites industriels. Ouais. Ça mérite une première réaction qui est d'abord du domaine économique, de la dépense publique et des économies de charges qu'on peut essayer d'apporter à l'industrie. La question de la souveraineté, moi je suis assez d'accord effectivement avec tout ce que je viens d'entendre, sauf que il me semble quand même que les Américains sont plutôt nos alliés. Il ne faut pas non plus tomber dans un fantasme de guerre économique mondiale où on serait dépecé. Peu importe que ce soit nos alliés, c'est pas normal qu'on perde notre souveraineté. Non, mais je sur veux les juste relativiser un tout petit peu. Mais je veux dire, il n'y a pas un danger. C'est pas Cuba de Fidel Castro ou Kim Il-sung qui prennent la main sur nos centrales nucléaires. Il faut quand même relativiser. Cela étant, c'est vrai qu'il y a un problème, et je pense que c'est un problème européen. En fait, ça peut se traiter qu'au niveau européen, de capacité de réponse à une Amérique de Trump, pour faire un peu court, qui aujourd'hui est en train de faire ce qu'elle veut, de s'asseoir un peu sur tout le monde, Nicolas Forestier, avec des intérêts. Détrompez-vous, les États-Unis, c'est pas du tout un pays libéral. J'ai jamais dit que c'était un pays libéral. Les États-Unis, en fait, ils protègent en permanence leur industrie, leur capitalisme, avec des barrières tarifaires ou autres, et ils essaient toujours de piquer chez le voisin. Rappelez-vous l'histoire des avions ravitailleurs. Airbus avait gagné l'appel d'offres. Airbus avait gagné l'appel d'offres. L'appel d'offres a été cassé au nom de la souveraineté américaine, puisqu'il s'agissait d'avions ravitailleurs pour l'Air Force américaine, l'armée de l'air américaine. Ça a été cassé, et la commission, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a juste eu le temps de remettre son mouchoir dans sa poche. Si les Américains mettent la main sur le truc nucléaire, c'est précisément ce que j'étais en train d'essayer de dire, mais évidemment beaucoup moins clairement que vous. Simplement, ça veut dire qu'il faut que l'Europe soit capable de resserrer les boulons, de resserrer les rangs, et de réagir beaucoup plus fortement à des pressions, qu'elles viennent des États-Unis et des États-Unis qui sont très protecteurs pour leur économie, on est d'accord, qu'elles viennent, je pense à la Russie, d'autres puissances. C'est un vrai sujet. Et donc ça veut dire qu'il faut que l'État français soit stratège, mais que la Commission aussi soit stratège. Et pour moi, c'est ça que ce problème soulève. C'est pas le cas aujourd'hui. Allez, on se retrouve dans un instant, 0826 300 300, et puis apparemment... c'est en tout cas ce qui circule, parce qu'on va encore dire que c'est du complotisme, mais cette annonce a été faite après les européennes. Et visiblement, ce serait le président de la République qui aurait demandé à General Electric de ne pas annoncer le plan social avant les européennes. C'est ce que dit le maire de Belfort, en tout cas. On y revient, 0826 300 300. Presque dans l'Hérault. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi. Si la présidentielle avait... Alors déjà, peut-être un mot quand même, on va conclure sur ce qui se passe avec General Electric. Est-ce qu'il est possible qu'on ait demandé au président de General Electric de ne pas annoncer la suppression des 1000 emplois avant les européennes ? Oui. C'est toujours possible. Oui. C'est toujours possible. Bon. C'est ce que dit le maire de Belfort, donc. Ouais. Ce serait idiot de ne pas l'avoir fait. Hein ? Oui. Ce serait idiot de ne pas l'avoir fait, donc voilà, donc ça va dans le sens encore qui ne va pas arranger. Mais est-ce que je peux rajouter juste une chose ? Tout à l'heure, j'ai poussé un coup de gueule sur le fait qu'il n'y avait pas de politique sur l'agriculture liée aux défis alimentaires et donc aux défis écologiques, et que ça devrait être une priorité nationale. Je pourrais dire la même chose sur la politique industrielle de la France. Moi, je trouve que le gouvernement gère des crises comme celle-là, donne des explications, etc. Mais effectivement, on n'a pas le sentiment d'une volonté politique très forte. Il y a une responsabilité de l'État. C'est là aussi où il y a quand même un scandale d'État, quand même, non ? Sur le fait que le président s'était engagé lui-même, que le président... il était ministre de l'économie, je crois, à l'époque. C'est peut-être pas un scandale d'État, mais ça témoigne encore une fois de la différence entre les discours et les actes et la capacité réelle d'action de ce gouvernement par rapport à la... Ça veut dire qu'il faut faire un gros effort sur la dépense publique, parce que vous n'aurez aucune politique dans quelque domaine que ce soit si on ne retrouve pas un peu de vrai argent, comme on dit dans le Berry. Si on est à 100 milliards tous les ans de déficit budgétaire,
on laisse des dettes à nos enfants, et on n'a plus aucune marge de manœuvre. Donc c'est pas anodin ce débat. Non, mais le sujet en fait d'un ministère de l'économie qui court en fait pour traiter à chaque fois que se présentent des plans sociaux, c'est du traitement a posteriori, ce dont on aurait besoin, même si la mondialisation va extrêmement vite. C'est d'anticipation et d'être un peu visionnaire. L'ardente obligation du plan, vous voyez, mais avoir une politique industrielle, état stratège, ça me semble évidemment, c'est extrêmement structurant et pour la politique et pour l'avenir des emplois dans ce pays. Et pas seulement au niveau français, c'est aussi au niveau européen. On l'a abordé tout à l'heure, mais face à des géants, que ce soit côté américain, chinois, russe, peu importe, on a besoin d'avoir une force commune et d'avoir une stratégie commune. Mais là, comme l'Europe, c'est une espèce de fonctionnement entre chefs d'État où chacun veut avoir son petit truc, et bien évidemment, on est en train de perdre beaucoup face aux autres. Et pendant ce temps, la Chine, elle ne s'est pas posé de questions. Elle a investi sur le renouvelable, en investissant énormément sur la construction justement de tout ce qui est éolien, photovoltaïque, etc. Du matériel qui est vraiment parfois en bénéficiant d'avantages fiscaux dans les pays où ils vendent leurs panneaux. Tout à fait. Notamment en France, c'est quand même extraordinaire. En positionnant leurs produits pour qu'ils correspondent à ça. L'industrie chinoise. Et on laisse se développer une industrie chinoise qui n'est pas de qualité, c'est-à-dire avec de très mauvaises répercussions environnementales, une surexploitation des terres rares, etc. Alors que l'Europe, avec la France au lead, pourrait être tout à fait le leader de la transition et attraper ces marchés-là et les faire évoluer et investir dans la recherche et le développement. Mais au lieu de ça, on fait quoi ? On fait du pataugeage sur General Electric, on fait des grands discours qui ne sont jamais suivis d'actes. Juste à un moment donné, il faut quand même un peu mettre les mains dans le cambouis et avancer. Mais il faudra quand même prendre des décisions structurelles pour y arriver. Moi, je suis d'accord avec vous, mais il faut se donner les moyens. Allez, je voulais qu'on évoque notre sondage Sud Radio fiducial pour Paris Match CNews. Si la présidentielle avait lieu demain, Emmanuel Macron devancerait encore Marine Le Pen, mais l'écart se resserre. On a dans notre sondage un Laurent Wauquiez qui arrive péniblement à 8% des votes, Jean-Luc Mélenchon 9%, Yannick Jadot 12%. Bon, c'est vrai que ce sondage, après les sondages, on en a dit beaucoup de choses, en particulier parce qu'ils n'ont pas vu un certain nombre de choses, mais c'est une photographie à l'instant T, comme on dit, mais qui n'est pas très loin de ce qui s'est passé là. Oui, c'est normal, c'est pour ça que ça ne veut pas dire forcément grand-chose quand même. 2022, c'est dans 3 ans. Là, vous prenez 2 jours après une photo, et c'est pratiquement, si j'entends bien, les mêmes chiffres que ceux qu'on a eu dimanche. Et puis, l'espace politique a tellement évolué rapidement oui, que et dans des sens que aucun commentateur, personne n'avait vu venir que s'avancer sur des sondages sur la présidentielle aujourd'hui, alors qu'on ne sait même pas à quoi ressemblera le paysage politique français ou européen dans 3 mois. Non, ce que ça indique, c'est quand même la bipolarisation qui est très claire. C'est quand même ça qui ressort de ce sondage. Il y a 2 ans, c'était bipolaire, mais autrement. C'était bipolarisé, mais autrement. Bipolaire aussi, peut-être. Je pense que de ce point de vue-là, il me semble que la liste En Marche et le président de la République ont réussi leur coup quand même. C'est-à-dire que cette bipolarisation politique qu'on a vue au second tour de l'élection présidentielle il y a 2 ans, évidemment, c'est sans doute peut-être le souhait du futur potentiel candidat à l'élection présidentielle que serait Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, dans tous les cas de figure, je bats Marine Le Pen. C'est ça qui se dit. Tous les cas de figure, je bats Marine Le Pen parce que au dernier moment, les gens voteront pour moi. Bon, c'est un calcul quand même politique qui, à mon avis, est risqué. Dangereux. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 3 ans, parce qu'on ne sait pas ce qui, voilà. Et il a installé ce côté, évidemment, on l'a dit, redit, populiste face à progressiste. Bon, donc il mise là-dessus, avec le risque quand même, dans 3 ans, d'être sinon démenti, en tout cas en difficulté, parce que à chaque fois que l'hypothèse est testée, moi j'ai en tête un sondage Harris Interactive, Emmanuel Macron l'emporte, mais à chaque fois, on voit que l'écart se resserre. Moi, j'ai en tête un 53-47 d'Harris Interactive. Alors, je ne sais pas combien on est là. Là, on est à 53, pareil, 53-47. Voilà, bon, c'est ça. Donc, c'est plus serré qu'il y a 3 ans. Et pour l'air de tout ça, d'ailleurs, c'est que quand vous regardez les études, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai écouté ce qu'on me dit, et le socle de Madame Le Pen, du Rassemblement national, se renforce élection après élection, devient de plus en plus important. Et à un moment, on va atteindre 20, 25, 30%, on va basculer dans le possible pour le Rassemblement national. Et pour rebondir là-dessus... Oui, alors moi... C'est ce qu'on me dit. Oui, non, mais vous avez raison. Et d'ailleurs, l'électorat de Macron, en fait, ce qui est intéressant dans cette élection, c'est qu'il a changé d'électorat. C'est quand même un caméléon total. C'est-à-dire que c'est les gens de droite qui ont voté pour lui, alors que c'est les gens de gauche qui l'ont élu. Donc c'est quand même assez étonnant. Et il a une réserve de voix avec Europe Écologie Les Verts qui est
qui est une réserve de voix formidable pour un président qui a 3 ans pour verdir son discours et aller piocher allègrement, comme François Mitterrand l'avait fait avant, dans finalement des écologistes qui sont favorables à l'économie de marché et défavorables à toute alliance avec la gauche. Donc il a à sa droite et à sa gauche de quoi faire et de quoi jouer. Moi, après, la seule chose sur... moi, je ne crois pas, je n'ai jamais cru à la mythologie de l'arrivée du Front National ou du Rassemblement National au pouvoir, mais je me trompe certainement. En revanche, ce que je crains, c'est qu'à force de se focaliser sur un adversaire, on finit par lui ressembler. Et aujourd'hui, vous avez des sondages intéressants qui disent que les Français considèrent que depuis le début d'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, à 75%, leurs libertés publiques et individuelles ont été sacrifiées et diminuées. Et je pense que c'est le vrai sujet citoyen et politique sur lequel on devrait se concentrer sur les 3 ans qui viennent. C'est factuel, mais non, c'est pas factuel. Pour aller plus loin que ça, c'est même mis en scène, cette bipolarisation. En fait, Emmanuel Macron n'existe que parce que le Front National est suffisamment haut pour le faire exister et pour mettre en place une menace orchestré par celui-même qui la dénonce. Et inversement, le Rassemblement national, pour consolider son électorat, a besoin d'avoir un Emmanuel Macron suffisamment haut pour pouvoir continuer à grappiller. Enfin, tout ça est quand même une grande moquerie par rapport à ce qu'est la démocratie et ce qu'est essayer de changer la vie des gens pour l'améliorer. 57%, il l'emporterait contre 66% il y a 2 ans. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est en tout cas une photographie. On espère que les Républicains arriveront à se reconstruire parce que ça a l'air... Je pense que c'est, dans ce débat, et pour terminer, absolument nécessaire. Parce que depuis 2 ans, au fond, on a eu le sentiment qu'on était rentré dans une espèce d'opposition systématique. Moi, j'étais plutôt contre cette ligne en disant il faut être capable d'être constructif pour être d'autant plus exigeant sur certains sujets qu'on veut porter. Le vrai sujet, le vrai problème maintenant, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas construit de message. C'est pour ça qu'on disparaît un peu pour faire on va vous laisser aller travailler. Donc on a beaucoup de travail devant nous. Mais ça veut dire aussi qu'il va peut-être falloir se réorganiser. J'espère que ce sera le cas et que tout le monde en tirera les conséquences de cette situation. Donc ça veut dire que vous voulez que Laurent Wauquiez démissionne ? Non, je ne dis pas qu'il faut qu'il démissionne absolument, mais il faut qu'on remette complètement en ordre la maison. Il y a 2 présidents républicains. Il y a Laurent Wauquiez et Gérard Larcher maintenant. Oui, enfin, je ne suis pas sûr que Gérard Larcher, avec tout le respect que je lui porte, soit la réponse. Mais vous reviendrez en parler. Merci. Il faut une réponse collégiale. Merci à vous. À demain.